Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de l'Hebdo de la médiation. Aujourd'hui, nous avons une émission un peu spéciale. On va faire une émission consacrée au droit à la médiation et à l'actualité qui est en lien avec ce droit à la médiation. On vous en parlera un tout petit peu plus tard. Restez pour avoir cette avancée sur le plan juridique. Nous allons échanger donc sur ce droit à la médiation et peut-être que la première chose à définir, c'est d'où vient cette idée du droit à la médiation qui paraît un peu étonnant quand même. Oui, Jérôme, merci. Merci à tous de venir écouter Mediator.tv. N'oubliez pas de vous abonner parce que ça vous permet d'être informé de nos publications sur l'ensemble des contenus de la médiation professionnelle, de l'ingénierie relationnelle, de la qualité relationnelle. Alors, le droit à la médiation, c'est en fait, au départ, c'était pas un droit, c'était l'idée, c'était de se dire comment on peut faire pour que des personnes viennent en médiation, tandis que elles offrent une résistance à cette idée-là, parce qu'elles sont en situation de conflit. Alors, comme elles sont en situation de conflit, ben, c'est plutôt l'adversité qui prime, hein. Et puis, la gestion de l'adversité c'est toujours dans l'alignement de ce qu'est l'adversité. On se dit, bon, on va se bagarrer, on se bagarre, et puis s'il faut, on va faire appel à quelqu'un d'autre qui va se bagarrer pour nous. Hein, donc on va faire appel à un avocat, un représentant syndical, un représentant de quelque chose, on va faire appel à des copains, par exemple, hein, histoire de pouvoir être plus agressif de façon à faire peur à l'autre, et puis ou à le faire perdre, quoi. Donc, dans cet environnement-là, comment faire venir une personne qui est dans cette posture de résistance, en fait, qui est dans cette posture, on en a parlé déjà sur l'émission, d'entêtement. Eh bien, c'est de dire, mais en fait, on peut imaginer d'obliger. Alors ça, quand j'ai dit ça en 2000, 2001. Ça a fait une levée de boucliers, hein, c'est le cas de le dire, parce que vous pouvez voir, les boucliers, quand même, ça sert dans l'agressivité. C'est de dire, bah, en fait, comment on peut imaginer que dans la médiation, on dit les concurrents, on puisse obliger les gens à venir discuter. Alors, c'est ça le premier point, c'est de se dire, mais en fait, le droit à la médiation, il a commencé par cette idée de se dire, il faut obliger. Parce- Et les concurrents disaient, obliger, non. Ce serait complètement contre-productif, hein, disait d'ailleurs, je citais Monique Sassier, Michel Bénichou, hein, qui était le président à l'époque de la Fédération des centres de médiation des avocats, hein. Monique Sassier qui représentait en fait les intérêts de la médiation familiale. Je disais, mais non, c'est pas possible, on peut pas obliger les gens à venir en médiation. Moi, je disais, mais je le fais en entreprise et ça marche. Parce que le responsable de l'entreprise, le dirigeant d'un service, il dit, bah, tu vas en médiation quand il parle à un de ses collègues, un de ses collaborateurs, tu vas en médiation, sinon je vais être obligé de prendre une décision, quoi, parce que c'est une décision qui ne va pas forcément te plaire. Donc va en médiation, va discuter avec l'autre partie. Et donc c'est la médiation sous contrainte, hein, sous menace même, hein. Et donc, on pouvait voir que dans l'histoire, je ne vais pas revenir dessus, mais dans l'histoire, c'était une pratique, hein, des environnements seigneuriaux, hein, quand il y avait les gens s'appropriaient des bouts de terre, eh bien, ils disaient à ceux qui étaient inféodés, ils leur disaient, mais va voir, va discuter avec l'autre, et si tu ne trouves pas un accord, moi, je vais te trouver l'accord pour toi, tu vas voir. Et donc, c'était très menaçant. Napoléon a utilisé ça, je l'ai déjà rappelé. Donc c'était la médiation obligatoire avec une ambiance de menace. Et c'est ça, ça a commencé comme ça. Cette idée de se dire, il faut permettre aux personnes d'aller en médiation parce que il y a une bonne raison à ça. C'est que, vous voyez, si quelqu'un prend la décision à la place, à votre place, c'est-à-dire en juge, en arbitre, eh bien vous êtes placé sous tutelle et vous êtes dépendant de celui qui a décidé pour vous. Et la médiation, c'est justement une ouverture. Et j'ai toujours défendu ça. C'est que la médiation, quand elle est professionnelle, pas quand elle est dans amateur, avec des traditions de recommandation, de morale, de rappel à la loi, etc. C'est pas cette médiation-là dont je parle. Je parle d'une médiation professionnelle qui fait réfléchir les gens et les aide à décider par eux-mêmes, à réfléchir. C'est-à-dire à avoir une intelligence augmentée, hein, pour le coup. Eh bien, c'est avoir la possibilité de décider. C'est-à-dire, c'est étendre l'exercice de sa liberté.
C'est ça. Donc, la médiation obligatoire, déjà à l'époque, hein, dans les années 2000, c'était défini comme pour moi, comme étant un moyen d'étendre l'exercice de la liberté. Ça a été le premier pas de l'idée qui a fait germer petit à petit le droit à la médiation. Mais c'est venu progressivement. L'idée du droit à la médiation, c'est venu vraiment en fait, au moment où, en Italie, ils avaient mis des litiges avec la médiation obligatoire. Certains litiges, hein, comme la France l'a fait maintenant, c'est comme c'est fait, par rapport à des litiges qui étaient peu, dont les montants étaient peu élevés en termes d'enjeux et d'intérêts. Et donc, les avocats avaient fait un recours, les avocats en Italie avaient fait un recours pour empêcher que cette médiation obligatoire puisse être conservée. Ils avaient fait un recours et le gouvernement avait dû annuler son dispositif de médiation obligatoire. Cela dit, les Italiens ont fait appel international et ils m'ont demandé de venir défendre avec eux la médiation obligatoire. Alors évidemment, à ce moment-là, il y a eu une grande levée de boucliers de la part des concurrents qui ont dit mais c'est scandaleux, qu'est-ce que c'est que cette idée de vouloir mettre la médiation obligatoire? C'est complètement contre-productif, a répété Michel Bénichou, a répété l'ensemble des personnes qui portaient l'idée que la médiation, les gens doivent y avoir accès, d'eux-mêmes, ça doit être volontaire. Alors l'idée est peut-être sympa, mais quand les gens sont en conflit, on l'a compris, ils sont pas volontaires, hein. Donc, vas-y, Justement, on Jérôme. peut rester juste 2 secondes sur cet aspect-là parce que peut-être que c'est pas bien compréhensible. Euh, Quand il y a des personnes qui sont pas d'accord, il y a une confrontation d'idées au départ Hmm. et très vite, parce qu'elles ne savent pas comment faire autrement, ça en vient à des confrontations de personnes. Oui, et puis d'enjeux et Confrontations d'intérêts. Hmm. avec des enjeux et des intérêts. Et ces confrontations de personnes, eh bien, si on ne leur permet pas de prendre une autre hauteur de réflexion, finalement, ça peut très bien découler sur des confrontations violentes, qu'elles soient physiques ou verbales. Hmm. Et la justice avait pour objet justement de trancher en droit ces aspects-là, avec l'imposition finalement d'une solution, celle qui est conforme à la loi. Et ces personnes qui sont dans des confrontations ne voient plus comment faire pour reprendre la discussion et trouver par elles-mêmes leur solution. Et c'est à ce moment-là que la médiation doit être obligatoire parce qu'elles sont de toute façon prises dans une espèce de spirale conflictuelle de laquelle ils ne savent plus comment ressortir. C'est cette mise à distance et ce pas de côté finalement que les médiateurs professionnels amènent parce qu'ils leur permettent de reprendre la discussion sur des bases non plus conflictuelles, mais d'échanges de qualité relationnelle suffisante pour ensemble trouver cette solution, mais ça leur paraît complètement inenvisageable. Hmm. C'est dans ce cadre-là que la médiation doit être obligatoire. Parce qu'une fois qu'elles ont mis le pied dans la médiation professionnelle, elles reprennent possession de leur liberté de réflexion et parviennent par elles-mêmes à trouver la solution. Mais c'est inenvisageable au départ. C'est pour ça qu'il faut l'obliger. Oui, et c'est vrai que ça amène en fait un ensemble de discussions, parce que quand on parle d'obligation, eh bien, on parle de soumission. On parle de contraintes. Et bien évidemment que ça peut paraître paradoxal, mais est-ce que quand j'ai compris ça, j'ai mis du temps à comprendre qu'en fait, ça pouvait être perçu, vécu comme ça, parce que moi, j'ai jamais été contre l'idée de la médiation, enfin l'instruction obligatoire. C'est nécessaire. Qu'est-ce que fait l'instruction obligatoire? Elle fait que c'est un droit fondamental qui permet aux personnes d'augmenter l'exercice de leur liberté. C'est-à-dire que en sachant comment est fait la planète, j'ai pas peur de tomber à l'horizon. J'ai pas peur d'un ensemble de choses. Et puis aussi, ben, je peux découvrir mon potentiel de liberté.
de liberté de mouvement, ma curiosité, de pouvoir aller dans des endroits absolument incroyables. Je peux aussi, si j'apprends que dans le noir, c'est l'inconnu, mais c'est pas parce qu'il fait nuit qu'il y a des mauvais esprits, je pars, je fais partir des superstitions et je peux arriver à vivre complètement autrement que ce que les personnes ignorantes vivaient antérieurement. Donc l'instruction augmente la liberté. Alors il y a des formes d'instruction, comme par exemple l'histoire, qui est très contestable, puisque là, c'est l'histoire des dirigeants qui est présentée, etc. Bon. L'instruction, d'une manière générale, permet d'augmenter l'exercice de la liberté. Alors, c'est un droit qui est donné aux enfants. On voit bien que dans certains pays, quand ils privent les personnes d'instruction, en fait, ils les enferment jusqu'à les masquer, voiler, enfin, les empêcher de voir le monde. Hein. Donc c'est privatif de ne pas s'instruire. La médiation professionnelle est une offre pédagogique qui est je dirais, dans la continuité de l'existence. Quand on est en conflit, je le disais tout à l'heure rapidement, on s'entête. Et vous avez tous vécu des situations d'entêtement. Vous avez vu que c'est pas quelque chose, on ne choisit pas de s'entêter. Même si on reproche aux autres leur entêtement, en fait, quand il s'agit de nous-mêmes, eh bien, on se dit pas, ah, tiens, aujourd'hui, je vais choisir de m'entêter. Non, il ne faut pas confondre l'obstination, il faut pas la permanence de l'implication avec l'entêtement qui est un blocage dans la tête. Hein. C'est un blocage dans les circuits neuronaux. Donc, c'est ça qui fait que les personnes restent en conflit. Elles ne choisissent pas ça. Il faut les aider par une action pédagogique. Et c'est l'exercice d'un droit. Donc, quand je suis allé en Italie, à Rome, je crois que c'était au mois de septembre, octobre 2013, 2012, 2013, par là. Et donc, j'ai présenté le droit à la médiation. Mais quand j'ai dit ça, en fait, je n'avais pas bien saisi l'ampleur du sujet que j'abordais. Et c'est là que, en fait, il m'a fallu du temps aussi pour comprendre que quand on parle de droit à l'instruction, de droit à la réflexion, à, à la médiation, c'est-à-dire à l'intervention d'un tiers qui va nous aider pédagogiquement pour pouvoir se désentêter, pour pouvoir inventer, créer, imaginer, s'entendre avec l'autre, eh bien, on aborde un autre sujet qui est celui de la liberté, en fait, et de regarder, en fait, ce que c'est que la liberté. Parce que quand on dit que la médiation offre une nouvelle voie pour l'exercice de la liberté, c'est-à-dire que, in fine, c'est une garantie que les personnes vont pouvoir exercer leur liberté de décision. Euh, Tandis que c'est une garantie que les personnes ne pourront pas exercer leur liberté de décision quand elles vont aller voir le juge. Ça, c'est garanti. En plus de ça, il va y avoir des tiers, hein, des avocats par exemple, qui vont se substituer aux personnes pour pouvoir porter leur parole et traduire, parce que c'est ça en fait l'impertinence de cette mission-là, c'est de traduire en termes juridiques compréhensibles et audibles par le juge, qui ne serait pas lui-même capable de comprendre la situation des personnes s'il n'y avait pas cet intermédiaire qui faisait le travail juridique, et puis qui en fait aussi, très souvent, dénature la problématique conflictuelle en la chargeant de connotations qui font que les personnes elles-mêmes se disent, ah, je ne savais pas que c'était à ce point-là. Elles découvrent que leur conflit est encore plus grave que ce qui était grave. Donc, c'est c'est la difficulté, c'est de pouvoir s'extraire de cette habitude de penser. Parce que, on le voit, vous pourrez le voir, allez voir sur le village de la justice, vous allez voir à quel point mon article sur le droit à la médiation est mal noté. Et je trouve que ça aussi, Jérôme le faisait observer tout à l'heure, on y reviendra aussi, mais c'est pas étonnant,
Parce que c'est très difficile de changer de point de vue, et puis de changer d'intérêt. Donc les gens qui se disent que la médiation vient tondre sur leur pelouse, oui, c'est pas faux, c'est pas faux. On est concurrent. Donc le droit à la médiation vient en concurrence du système juridique et du système judiciaire. C'est pas pour autant qu'il le détrône en tant il est sur son trône, mais la médiation ne vient pas remplacer le système juridique et judiciaire. Ça vient en fait côtoyer ce système-là. Et donc les personnes qui sont en conflit ont des difficultés à en sortir, et de sortir de l'adversité. Le système judiciaire et juridique vient renforcer leur position en fait. Et tandis que le système de la médiation vient les faire réfléchir et les extraire de là. C'est la liberté qui est possiblement euh, étendue. Je dis un exercice augmenté de la liberté. Alors là, ce que tu es en train de Quand- dire, c'est que on parlait du droit, Hmm. et là, finalement, on en vient à quelque chose qui est plutôt de l'ordre du droit fondamental. C'est le droit fondamental, c'est-à-dire qu'en réalité, on revient sur la pensée, les réflexions que les Lumières du XVIIe siècle ont engagées. Et ça veut dire que culturellement, on a un fort ancrage et une forte légitimation du modèle de pensée dans lequel on est aujourd'hui. C'est-à-dire que pour les Lumières, c'était sortir de l'obscurité, hein, parce que c'est pour ça qu'ils se sont appelés les Lumières. C'était sortir de l'obscurantisme culturel. Mais sortir de cet obscurantisme culturel, pourquoi? Mais en fait, pour avoir plus de liberté. Parce que c'était très limitant, limitant dans la pensée. C'était absurde. Ils voyaient bien que le monde n'était pas tel qu'il était décrit par la religion. Et les découvertes qui se faisaient, ne serait-ce que sur le plan géographique, et puis après sur le plan scientifique, mais déjà sur le plan géographique, ben, montrait que la représentation du monde était fausse. Donc il fallait trouver une autre manière d'aborder le monde, non pas par les peurs et par les croyances, mais par la confiance et surtout par la rationalité, par l'usage de ce qui s'est appelé la raison. Et quand les gens, ces penseurs ont commencé à réfléchir comme ça, mais ils ont bien compris qu'en fait, ils abordaient un sujet essentiel et fondamental, celui de la liberté. C'est pourquoi, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, des droits humains maintenant dit-on, le premier article, c'est sur la liberté. Parce que c'est ça qui fait sens. C'est nous naissons libres, tous libres. Alors, c'est quand même, après, je vous laisse la suite, mais parce que c'est ça qui est au cœur de la réflexion et c'est la motivation aussi. Malheureusement, je dirais que dans la représentation des Lumières, l'habitude, ça a été de se dire, on est libre, mais il y a quand même des soucis. Et Rousseau revient dessus en disant, ben oui, mais la société, même si l'homme peut être bon, fondamentalement bon, ils ne sont pas tous d'accord, hein. Il n'est pas d'accord sur l'homme qui est fondamentalement bon, mais prenons l'option rousseauiste, qui est de dire, l'homme est fondamentalement bon, mais c'est la société qui le pervertit. Donc voilà, l'homme libre, selon Rousseau, serait l'homme nature, à l'état de liberté, serait bon. Mais dans la société, il est tenté, hein, comme elle est piochée dans le mythe de Gigès, et vous comprendrez ce qui a fait, ce qui a alimenté l'idée de Rousseau aussi de se dire que l'homme, quand il est confronté à la vie en société, ben, il a des tentations qu'il n'a pas lorsqu'il vit dans une petite communauté avec laquelle il s'entend bien. Mais donc cette situation de liberté, elle est essentielle pour pouvoir se dire qu'est-ce qu'on fait, quelle est notre action. C'est comme ça que la représentation du système judiciaire fait que le juge, lui,
est défini dans le code comme étant le garant des libertés. Or, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, c'est paradoxal. Il n'est pas garant des libertés, il est privatif de la liberté de décision. Donc, c'est paradoxal de dire que dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, le premier article, c'est la liberté. Et l'outil qui est mis au service de la liberté, c'est un outil qui est affirmé paradoxalement comme étant quelque chose qui garantit la liberté. C'est fou, c'est complètement absurde. Regardons plutôt du côté de la médiation professionnelle, qui est un instrument qui permet justement de garantir l'exercice de la liberté, parce que à la fin de l'intervention du médiateur, ben, les personnes repartent avec une libre décision, avec la décision, avec le choix d'avoir réfléchi, hein, et décidé. Hein. On a toutes les émissions sur la décision qui se succèdent là, habituellement sur médiateur.tv. Mais regardez que c'est bien l'objectif de la médiation professionnelle. C'est pas de faire qu'un tiers va décider à la place des parties. C'est bien que les parties, les personnes décident par elles-mêmes. Que vous ayez un moyen d'étendre l'exercice de votre liberté. Non pas un moyen qui va vous dire, on va vous garantir l'exercice de votre liberté, mais on prend les décisions à votre place. C'est complètement paradoxal. Donc, vous voyez, le travail des Lumières, en fait, s'est heurté à la limite de leur pensée. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu confiance dans l'humain. C'est ça. Ils se sont dit, il faut qu'il y ait une autorité, parce que tout le système repose sur un système d'autorité. Tout le modèle de notre société repose sur un système d'autorité. Et donc, même pour Rousseau, quand il en arrive à dire le peuple souverain, le peuple qui n'existe pas, qui est une personne morale, hein, qui est une invention, quelque chose de complètement fictif, eh bien, il est nécessairement représenté par quelqu'un qui va exercer le pouvoir d'autorité sur l'ensemble des personnes. Et donc, ça se décline, et on en arrive à avoir un système judiciaire qui est privatif de l'exercice de la liberté, même sur des domaines où, en fait, maintenant que l'on sait, on peut augmenter cette liberté-là. Donc ça veut dire qu'on commence à pouvoir réfléchir autrement. Alors, je comprends parfaitement que si vous êtes juriste, si vous êtes avocat, si vous êtes habitué à décider, si vous êtes magistrat, si vous êtes habitué à décider comme ça à la place des autres, et que vous vous dites, mais c'est comme ça, et ça ne peut pas être autrement, là, c'est vrai que ça va être difficile pour moi de vous aider à changer de paradigme. Parce que c'est un vrai changement de paradigme. C'est un vrai changement qui, qui, qui va conduire à des changements beaucoup plus fondamentaux par rapport à notre vision de la vie en société. Hein. C'est l'idée, par exemple, que on peut arriver à introduire la médiation dans le contexte de la Constitution. Ça serait quelque chose de complètement nouveau. Et c'est ce que je propose depuis un petit moment. Hein. Et Jérôme, tu veux peut-être faire un petit commentaire déjà? Ah ben, le premier commentaire, déjà, c'est que quand tu commences à entrer sur le sujet de la constitutionnalisation de ce droit, eh bien, on ne peut faire autrement que faire référence à quelque chose qui est d'actualité, puisque hier ou avant-hier, il y a eu la remise du prix Guy Carcassonne, Oui, qui vient décerner un prix à un projet de constitutionnalisation, de travail sur le droit, et tu as participé donc à ce concours, on pourrait l'appeler comme ça finalement, oui. Hmm. avec ce projet de constitutionnalisation du droit à la médiation. Alors maintenant, l'idée est lancée auprès du Conseil constitutionnel, puisque ça se passe au Conseil constitutionnel, hein, et donc tu as travaillé sur pourquoi le constitutionnaliser, qu'est-ce que ça va amener, et finalement, ça remet en cause un aspect que tu as évoqué, mais que tu n'as pas nommé en tant que tel, c'est le contrat social, qui est le fondement de notre société, qui a été mis en place après les Lumières, en fonction des Lumières, avec les idées qu'ils ont portées, mais qui revêt un aspect historique, qu'il faut placer dans un contexte.
Aujourd'hui, les choses ont évolué et on peut imaginer un projet d'entente sociale qui ne va pas mettre à plat le contrat social, mais qui va être à côté parce que la médiation professionnelle et le fait de pouvoir échanger librement avec une autre personne, c'est en fait ce qu'on pourrait appeler le fondement même de la vie avec les autres, de la vie ensemble. On est ensemble, on a confiance, il se passe des trucs, on n'est pas d'accord, mais en fait, on peut par nous-mêmes trouver la décision, la solution, si on nous donne les bons outils. Et il faut que ce soit avant le système judiciaire qui, lui, doit intervenir sur des aspects qui sont complètement encadrés et qui sont nécessaires parfois, parce qu'il n'y a pas de solution possible entre les personnes. Par exemple, sur je viens de tuer quelqu'un, bien, la personne est morte, c'est pas la peine qu'il y ait une médiation entre moi et le mort. Je m'entends très bien avec le mort, il est mort. Mais là, ça devient complètement inopportun de mettre en place une médiation entre un mort et un vivant. Donc le droit, là, a nécessité d'intervenir. Néanmoins, sur tous les aspects de la relation entre des personnes qui sont en contact, la primauté de la médiation peut faire en sorte que les personnes reviennent à un état de confiance et qu'elles construisent ensemble un projet qui peut être tout à fait de ne plus jamais être en contact, mais avec une solution qui soit en altérité, c'est-à-dire que ce sera résolu entre eux, ils auront choisi entre eux, ils auront porté le projet entre eux et ils vont le mettre en œuvre. Alors ce Oui, droit, tu peux peut-être nous en dire plus sur cet article. Effectivement, il est noté 2,3 sur 5 avec 85 lectures à ce moment-là. C'est intéressant qui est oui. justement cette note-là. Oui, bah, c'était un peu une provocation de ma part de le mettre, de le proposer au village de la justice. Et d'ailleurs, le village de la justice l'a bien pris en le mettant en première, hein. Ils ont publié mon article en étant en première aujourd'hui. Donc c'est très sympa de leur part, mais c'est vrai que ça peut intriguer un certain nombre de juristes qui se disent, oh là là, mais qu'est-ce que ça vient faire là? C'est quand même chaud de voir que on est en train de bousculer les marques de la vie en société. C'est vrai que vous avez bien compris que quand on parle de médiation professionnelle, quand on parle d'une posture de personnes qui vont aider les autres à réfléchir, les autres à choisir, à décider. Je vous rappelle la méthode 4.1, hein, donc, mais c'est ça, c'est des professionnels de l'aide à la réflexion, des professionnels de l'aide à la décision, de l'aide à la définition de projet. Eh bien, ça veut dire qu'on ne gouverne plus comme avant. Ça veut dire que fondamentalement, la gouvernance et le management ne pourront plus s'appuyer sur les mêmes référentiels, c'est-à-dire sur des systèmes d'autorité et des rapports d'autoritarisme. C'est-à-dire qu'on en viendra à des démarches plus attentives à l'altérité. On sortira même du modèle de la bienveillance. Hein. Tout ça, c'est pas facile, je conçois, mais c'est vrai que dans un contexte où on se dit, mais il y a des affrontements, des guerres, si on ne regarde que de ce côté-là, on n'avance pas. Mais c'est pas de ce côté-là qu'il faut regarder. Il faut regarder aussi du côté des choses qui avancent, qui progressent et qui améliore. Et il y a quand même, de manière certaine, beaucoup de choses qui s'améliorent, même, même si les personnes qui peuvent écouter ce que je suis en train de dire, mais vraiment, alors là, il ne sait pas. Si, je sais quand ça s'améliore, puisque moi-même, j'ai vécu l'amélioration dans mon existence. Hein, j'ai commencé dans un orphelinat et aujourd'hui, bah, je dirige une boîte qui est internationale. Donc, c'est quand même un peu différent. Donc, je sais ce que c'est que les choses qui s'améliorent. Alors, on peut dire, mais oui, mais t'es une exception. D'accord, mais on est quand même beaucoup d'exceptions dans ce genre-là. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de regarder, non pas, alors bon, on peut faire plus simple, hein, le verre à moitié vide, mais le voir à moitié plein. J'aime pas trop cette métaphore pour différentes raisons, mais n'empêche que ça peut vous illustrer rapidement l'idée que, évidemment, qu'on peut regarder la vie en société comme étant dans des perspectives d'amélioration et que le droit à la médiation contribue à cette amélioration et contribue à des changements profonds.
Alors, quand on dit, mettons le droit à la médiation comme étant un instrument au service de l'extension de la liberté, de l'exercice de la liberté. Introduisons ce droit à la médiation comme un droit fondamental dans la Constitution, en France au moins déjà, hein, comme le pays des droits de l'homme pourrait très bien commencer par initier cette démarche-là, et de se dire que ce droit à la médiation, en fait, prévaut sur l'accès au système judiciaire, au système en fait, de substitution sur les décisions des personnes. Eh bien, ça veut dire évidemment un changement de modèle de pensée. Ça veut dire que quand tu disais, Jérôme, tout à l'heure, que quand je suis allé le présenter, j'ai participé à ce concours, en fait, à ce prix, parce que, en fait, quand j'ai reçu l'appel à proposition du Club des juristes qui remet le prix Guy Carcassonne, quand j'ai vu le nom de Guy Carcassonne, je me suis dit, tiens, je me souviens de Guy Carcassonne. Quand j'étais jeune, j'ai rencontré Guy Carcassonne avec justement ma mère adoptive, qui, j'en parlais, je parlais avec Florence, ma sœur, qui disait, mais oui, c'est vrai, je me souviens, Anne, donc ma mère adoptive, était très proche de Guy Carcassonne, et c'est comme ça que, en fait, je l'avais croisé. Alors, j'ai pas eu de grande discussion avec lui, hein. Mais quand j'ai vu son nom, je me suis dit, tiens, je vais participer. Alors, j'avais pas beaucoup de temps. J'avais un petit peu, tout petit peu de temps pour consacrer. J'avais une journée. Donc, j'ai travaillé pendant une journée sur ce texte. Et donc, j'ai proposé un texte qui est publié donc, sur le Village de la Justice, hein, publié aussi sur l'officiel de la médiation. euh, ce texte pour éventuellement une publication sur le journal du Monde du droit, ou Le Monde. Et donc, le prix Guy Carcassonne s'est décerné dans le cadre des événements liés au Conseil constitutionnel. Donc, c'est intéressant d'importer cette réflexion dans cet environnement-là. Donc, mon objectif, c'était pas d'avoir le prix. Mais c'était tout simplement d'introduire la réflexion déjà dans le monde constitutionnel. Et donc, quand je suis arrivé lors de la remise du prix, euh, donc, j'ai d'abord été étonné. Il y avait 80 personnes qui ont participé à ce prix. Et j'ai rencontré des gens qui sont vraiment super sympas, des participants, hein. Une avocate grenobloise, des étudiants congolais qui ont participé, de Congo-Brazza, qui ont participé à ce concours. J'ai rencontré aussi le président qui est le préfet de Paris, et puis des membres du jury. Et donc, quand je leur ai dit que c'était moi que j'avais écrit dans un article, ils me disent, ah, vous êtes contributeur, vous avez fait quelque chose et tout. Je dis, oui, j'ai apporté un texte sur la médiation. Ah, ça, il a ri. Donc, il a ri et puis il dit, mais en fait, vous pensez pas quand même qu'on allait décerner quelque chose à, à quelqu'un qui remet en cause la primauté de ce que nous faisons, c'est-à-dire le droit. Vous imaginez pas que vous allez détrôner le système juridique. Alors j'ai dit, j'ai dit non. Et il riait. Il riait. Et j'ai bien vu qu'en fait, ça l'avait intrigué parce qu'il me dit, votre texte était en seconde ligne, mais c'est pas possible. On ne pouvait pas vous décerner le prix, d'autant plus que on a fait des choix marketing et donc bah, ils ont choisi un texte sur des problématiques de dopage dans le cadre des Jeux Olympiques. Alors bon, c'était pas une modification de la Constitution comme moi je le proposais, mais au moins ça remettait pas en cause le système en question. Hein, ça allait dans le bon sens. Et donc bon, ils avaient de bons arguments pour pouvoir légitimer leur choix, et je ne pensais pas du tout qu'ils allaient me remettre le prix pour dire on va
détrôner le système juridique. D'autant plus que c'est pas ça. D'autant plus que très clairement, pour moi, il s'agit d'augmenter la liberté. Il ne s'agit pas de se dire que le système juridique ou le système judiciaire est inapproprié dans notre société. Je ne le pense pas et je ne vois pas comment on pourrait l'effacer, en tout cas dans l'état actuel de la culture et de la pensée humaine. Et des enseignements déjà de base dans les écoles, hein, et dans les écoles de management, dans les écoles, dans tous les centres de formation, etc. Il y a trop de travail à faire déjà pour faire évoluer la culture, pour pouvoir changer radicalement de paradigme. Donc il n'en est pas du tout question, et je suis assez réaliste là-dessus. Par contre, de dire que l'on va donner une primauté euh, à ce qui étend l'exercice de la liberté, oui, c'est tout à fait logique, comme la médiation obligatoire est désormais inscrite dans le droit. Alors ça, c'était tout à l'heure, je vous l'ai dit, la contestation de la concurrence. Et j'ai été aussi surpris que l'une des personnes qui est la plus critique à mon égard, euh, un monsieur qui est magistrat, qui s'appelle Vert, Brice Bert, qui est ouais, ambassadeur de l'amiable. voilà, qui est très très critique à mon égard. Je l'ai vu sur des réseaux, je l'ai vu. Donc, et parce que en fait, j'ai préconisé le droit à la médiation et j'ai proposé la médiation obligatoire. Il y a des choses sur lesquelles il n'était pas du tout d'accord. Eh bien, j'ai vu qu'il a écrit un article qui ouvre des perspectives sur le droit à la médiation. Donc, il s'aligne petit à petit parce que, et je le remercie, parce que c'est clair que c'est logique. La médiation obligatoire, c'est quelque chose qui est logique, parce que ça va soutenir la prise de décision, ça va soutenir les choix. Alors, incidemment, moi je dirais incidemment, parce que c'est pas l'objectif, ça fait faire des économies infrastructurelles. Bon, euh, je veux dire que s'il y avait moins de dépenses publiques pour les gros fonctionnaires, pour les hauts fonctionnaires, eh ben, on n'aurait pas ces soucis-là, hein. Donc, et puis s'il n'y avait pas des dépenses éhontées sur des secteurs qui sont inutiles, eh bien, on n'aurait pas ces soucis par rapport au système judiciaire, le système judiciaire français qui est l'un des plus pauvres sur le plan européen. Donc, c'est pas le sujet. Moi, je veux pas dire on va écarter ça. Je veux tout simplement dire que il faut augmenter la liberté, il faut doter la liberté de meilleurs moyens et les inscrire dans la Constitution. Donc ça veut dire que la prochaine étape, je peux te le dire, Jérôme, la prochaine étape, pour ceux qui seront arrivés jusque-là, de nous avoir écoutés, ils sauront que la prochaine étape, ça va être d'écrire un article pour la Constitution, pour modifier la Constitution. C'est-à-dire que c'est un article, je veux dire, ça sera un article qui dira très clairement, voilà ce que l'on veut qu'il soit inscrit dans la Constitution. Parce que pour l'instant, c'était une déclaration d'intention. Donc, on chahute un peu les juristes du monde constitutionnel. C'est pas, comme je le disais, hein, c'est plus une rumeur. Maintenant, ils en parlent et ils devront en parler. C'est un devoir qu'ils ont et qu'il aurait imposé non pas par les circonstances de notre profession qui se développent, mais tout simplement pour une question d'intelligence. L'intelligence ne peut pas se satisfaire d'un entêtement. Elle est amenée à réfléchir et à poser les éléments de rationalité. C'est comme ça que j'avais eu confiance dans le fait que le droit, que la médiation obligatoire allait se développer. C'est comme ça que j'avais posé aussi, il y a des années, la définition des principes, des critères sur la qualité relationnelle. Et aujourd'hui, vous voyez que la médiation obligatoire, ben, il y en a. Vous voyez que la qualité relationnelle, tout le monde en parle et tente de se l'approprier, hein, même si c'est pas facile.
Mais c'est bien tout ça. Et donc, le droit à la médiation, c'est pareil. C'est pas une rumeur, c'est quelque chose qui est offert pour augmenter la culture et transformer vraiment fortement les pratiques de management et de gouvernance. Il y en a besoin dans le monde aujourd'hui qui est toujours en train de se brasser partout sur des questions de plus de liberté, moins de gouvernance, moins de contraintes. Et regardez qu'il y a des poches de résistance. C'est pas facile. Et les poches de résistance sont pas forcément à Moscou, hein, ni en Chine. Les poches de résistance, c'est quand on offre à ces poches de résistance des affrontements et des critiques telles que ça devient des insultes, des contraintes, des mauvais traits d'intention qui sont créateurs de conflits. Tout ça, c'est les gouvernants, ceux qui sont appelés à la gouvernance, vont être amenés à changer leur référentiel culturel. Et c'est ça que détient aussi le droit à la médiation. Un changement profond de paradigme et sur l'éducation, sur les rapports aux autres, au voisinage, à la vente, à l'éthique dans le commerce. C'est ça, le droit à la médiation, c'est beaucoup plus d'attention aux autres. Et c'est attention à l'environnement, c'est ce que certains appellent, regardez bien, la responsabilité sociétale des entreprises. Eh bien, c'est tout cet ensemble-là qui fait que ben, on prône l'ouverture d'un nouveau droit que vous l'avez bien retenu, inscrivez-le dans vos tablettes. Ça s'appelle le droit à la médiation, une extension de la liberté de décision. Alors, ce que tu dis, Jean-Louis, finalement, c'est que c'est le sens de l'histoire. C'est que l'aspiration profonde de chaque personne, c'est d'avoir plus de liberté Bien et sûr. d'être plus en capacité de la mettre en œuvre. Alors, si c'est le sens de l'histoire, c'est aussi parce que, eh bien, il y a, alors, vous voyez pas très bien, hein, c'est une Oui, médaille, la oui, médaille de la décennie du droit à la médiation, qui est portée par la médiation professionnelle, qui a commencé en 2015 officiellement. Hein, on peut essayer de la montrer un peu plus proche. ouais. Alors on voit, oui, ça y est, on voit bien là. Du droit à la médiation, décennie du droit à la médiation, 2015-2025. Et il y a en dessous, il y a le réseau, il y a Via Médiation. Derrière, il y a la Le PMN. CPMN. Et au-dessus, il y a le PMN, qui sont les structures de la profession de médiateur. Alors, ce droit à la médiation, vous pouvez aussi aller sur le site médiateur.pro puisqu'il y a un manifeste pour le droit à la médiation. Et ce que tu annonces aujourd'hui, c'est que, eh bien, on sera dans les temps puisque avant 2025, il y aura un texte, un article de loi qui sera Oui. proposé à l'incorporation dans la constitutionnalisation, dans la Constitution, pardon. Donc, on sera pile poil dans les clous. Eh bien, après Faut 2025, proposer ça en 2025. exactement. Et puis après 2025, ce sera la mise en œuvre. Donc, il y aura une nouvelle phase peut-être. On pourra mettre une nouvelle médaille, ce qui va marquer l'histoire à chaque fois de la médiation professionnelle et des droits fondamentaux. Merci à tous. Merci Jean-Louis, merci à tous. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Peut-être qu'on reprendra le cycle sur la décision. On vous garde encore la surprise, vous serez informés. Et pour être informé, justement, abonnez-vous à mediator.tv et cliquez sur la cloche. Comme ça, vous êtes notifié des nouvelles vidéos. Merci de votre fidélité et laissez des commentaires. Bon, mauvais, ça vous choque pas, vous adorez. Mettez tous vos commentaires sous cette vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.